De 1996 à 1999, Didier Perrugot fut le responsable scientifique des recherches sur la villa gallo-romaine du Pré-l'Abbé à Vareilles. Mais c'est à Bernard Boisé que nous devons tout ce qui va vous être présenté. Pendant plus de 15 ans, Bernard Boisé a accumulé les documents, les photos, les tessons de poterie, les tesselles, les éclats de verre, les morceaux de marbre, enduits et frises calcaires. Et pendant tout ce temps, il a cherché à vulgariser ses recherches. Tout commence une année de sécheresse par une méprise. À la recherche des traces de l'abbaye Saint-Rémy de Vareilles, c'est une villa gallo-romaine qui fut découverte. Un survol du terrain en avion permit de découvrir les traces d'un bâtiment. Installée au fond d'une vallée, non loin de la Vanne et du rue de Vareilles, mais aussi de sources, et notamment la source Saint-Léger, elle était située à proximité de deux voies romaines, la voie de Sens à Troyes et la voie de Sens à Alise, qui passaient par Teil. À proximité, mais non sur les voies elles-mêmes par crainte des pillards. Située au Pré-l'Abbé, à Vareilles, la villa gallo-romaine est à la fois résidence de luxe et ferme agricole. C'est la résidence qui fut explorée. Les fouilles ont permis de reconnaître la géométrie de la villa, mais aussi ses vestiges, des fondations en pierre et non de silex et mortier de chaux, comme habituellement dans la région. La plupart du temps, un simple damage du sol était considéré comme suffisant pour les habitats gallo-romains. Mais les salles de réception ou les chambres des riches demeures étaient pavées de mosaïques. Avec l'invention des tesselles ou petits dés de pierres diverses, les possibilités de décor devinrent infinies. Cela permettait non seulement de revêtir de grandes surfaces, mais encore de jouer sur les effets de contraste, de couleur ou de modelé, car les différents coloris pouvaient suggérer la profondeur ou la lumière. Ces tesselles sont d'une taille qui varie de 5 à 10 mm. Plus elles sont petites, plus l'effet décoratif est raffiné. Les sols pouvaient aussi être recouverts de carreaux strigilés. Ces carreaux étaient ondés au peigne ou à la griffe côté terre. De multiples ateliers répartis sur tout le territoire de la Gaule fabriquaient des poteries d'usage courant, assez grossières, mais aussi des vases plus fins, souvent décorés. Les ouvriers épuraient l'argile en la foulant au pied ou en la malaxant sur des aires de préparation pavées de tuiles plates. Au potier revenait le façonnage des vases réalisés, encore parfois au colombin, c'est-à-dire par assemblage de boudins arrondis. Mais la grande majorité des poteries gallo-romaines étaient façonnées autour. Avant de porter les vases, sous un hangar de séchage, le potier décorait volontiers sa production, soit par un lissage, soit par un revêtement de surface, l'engobe, soit enfin par impression de motifs, en creux, en passant par exemple sur le col ou l'épaule une roulette ornée.
Faite à l'origine à l'imitation de la vaisselle métallique d'argent ou de bronze, dont elle est une copie beaucoup moins onéreuse, la céramique sigillée est une poterie à grains fins réalisée au tour, couverte d'une engobe rouge et cuite au four en atmosphère oxydante. Son nom vient du mot latin sigillum, sceau. En effet, cette céramique porte souvent à un endroit variable de sa surface le nom du potier, son sceau, ou de l'officine ayant fabriqué le vase. Par extension, on a donné ce nom à certains vases faits dans des moules décorés à l'aide de poinçons. Le terme de céramique sigillée s'applique par extension à un ensemble de vaisselles fines, décorées ou non, couvertes d'un engobe argileux, le plus souvent de couleur rouge. Elle constitue une vaisselle de table plutôt que de cuisson, et son imperméabilité lui permettait la conservation des liquides. La céramique sigillée, qui fut d'abord une imitation de celle d'Arezzo au sud de Florence, devint une création originale gallo-romaine, produite au 1er siècle par des ateliers situés dans la Gaule, notamment l'Argonne. Ce type de céramique, dite couverte métallescente, tente d'imiter la vaisselle métallique. Cet aspect vert doré ou argenté provient de l'engobe à base de précipitations cristallines. Les formes sont principalement des gobelets à boire, très richement décorés. Plusieurs ateliers bourguignons se sont adonnés pour partie à la fabrication de céramique métallescente, dont celui de Georges Vilniers-Vineux dans l'Yonne. Les débuts de leur production se situent durant la seconde moitié du IIe siècle, mais connaît une apogée au IIIe siècle, qui se poursuit pour Georges Vilniers-Vineux jusqu'au milieu du Ve siècle. Les pavements de marbre datent du 1er siècle avant Jésus-Christ en Italie. Les murs étaient ornés de cimaises, de corniches de marbre à grosses moulures variées. Presque tous les marbres de notre région proviennent essentiellement des contrées qui bordent la Méditerranée. Après la baie se côtoient toutes sortes de teintes, du blanc au noir, du beige au rose, ce qui confirme la richesse de la villa. La villa était construite en pierre calcaire appareillée montée au mortier de chaux et de sable. Certaines pierres étaient ouvragées avec des frises, d'autres étaient martelées ou striées en arêtes de poisson pour recevoir un enduit. Cet enduit épais de sable et de chaux avait des traits tirés au fer, quelquefois soulignés de rouge. Les enduits étaient parfois peints. Des objets divers ont été rencontrés, pièces de monnaie, amulettes en bois de serre, perles de verre, carrés de pâte de verre, fusailloles. Les fouilles de reconnaissance sont longues, minutieuses et fastidieuses. Elles ont permis de tracer un premier schéma de la villa. Une deuxième campagne s'est déroulée en 1999. Il s'est agi de réaliser des prospections électriques. Une antenne électrique est promenée sur le terrain et renvoie une carte du sous-sol. On établira ainsi successivement une carte des réponses à 0,50 m de profondeur, une carte des réponses à 1 mètre de profondeur, une carte du traitement du signal électrique, une exploitation de la photo, une mise en relief. L'exploitation de la campagne doit être faite à la fois par un spécialiste du signal électrique et de l'art gallo-romain. Mais allons plus loin.
La villa gallo-romaine de Prélabé est semblable aux riches villas gallo-romaines de la région, et notamment celle d'Andilly en Bassigny, à 20 km au sud de Langres, avec laquelle nous pouvons la comparer. La villa gallo-romaine de Prélabé fut occupée pendant 300 ans, du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Elle se compose de 3 parties. La partie résidentielle de luxe, les thermes et la partie agricole. La partie résidentielle tout d'abord. Les bâtiments d'habitation et de réception ceinturent une cour à péristyle à colonnade intérieure, décorée sans doute de fontaines et bassins. L'accès se faisait par l'est, où se levait le soleil, mais la villa était tournée vers le sud et un large panorama dégagé. Elle est construite en pierre, ouvragée ou non, qui sont rares à proximité. Elle est richement décorée de marbres de toutes couleurs, de frises, de fresques et de mosaïques. Les thermes se composent de plusieurs salles, la salle froide, la salle tiède et la salle chaude. Les pièces chaudes sont chauffées par des foyers extérieurs qui font circuler l'air chaud sous des sols surélevés sur des pilettes d'hypocauste. La partie agricole n'a pas été reconnue, mais on sait que la villa se prolongeait à l'est, au-delà du rue de Vareille, sur le terrain des Fontenotes, et au sud-ouest. On peut supposer cependant qu'elle comprenait plusieurs cours, de grands bâtiments pour stocker les outils, abriter les animaux d'élevage et conserver les céréales. Enfin, un potager et un verger fournissaient légumes et fruits pour l'alimentation quotidienne des habitants. La surface totale occupée par la villa gallo-romaine pouvait atteindre 8 hectares.